J'ai enfin terminé ma romance fantastique, romance fantasy, non, romance d'urban fantasy new adulte. J'ai enfin terminé ma romance d'urban fantasy qui est à destination d'un public new adulte, je pense. Il y a des thématiques sur la santé mentale qui me semblent peut-être un peu trop descriptives et violentes pour un public young adulte. Je ne sais pas, ça c'est à discuter avec une maison d'édition, moi j'ai pas les compétences là-dessus. Je sais pas si je dois commencer par le pitch ou par son histoire. Je crois que je vais commencer par le pitch. Donc, Enchanté. Je vous ai même pas dit le titre, c'est Enchanté. Cette vidéo est chaotique. Enchanté est un one-shot, une romance d'urban fantasy new adulte dont l'écriture est terminée. Elle a pour objectif de sensibiliser sur le militantisme, le polyamour, le quotidien de minorités, la bipolarité et la fibromyalgie. Elle est composée de 177 299 mots, soit 575 543 signes, espace non compris, ou 695 742 signes, espace compris. Donc ce roman présente non pas un triangle amoureux, mais deux relations distinctes qu'Ellie, humaine donc, va construire avec deux fées. Oui, on est dans un monde avec des fées. Oh là là, il est où mon résumé? En fait, je vous lis... J'étais partie pour vous lire le mail, mais c'est pas le propos. Il est où mon résumé? Il est dans le dossier. J'ai fait un très joli dossier d'ailleurs. Ouh loulou. Du coup, le résumé. Le diagnostic vient de tomber. Ellie est bipolaire. Pour se retrouver dans un environnement nouveau et sain, elle quitte Canterbury pour la banlieue d'Édimbourg où vit sa meilleure amie Daco. Cette colocation va lui donner le temps de trouver un psychiatre et un psychologue, mais aussi de renouer avec son travail. Ellie est marionnettiste et se produit lors de festivals d'art de rue. En parallèle, elle noue des relations avec ses voisins, mais aussi avec un collectif autonome. Souhaitant plus que tout cesser d'avoir peur la nuit, Ellie veut reprendre place dans l'espace public. Elle se retrouve donc régulièrement à œuvrer aux côtés d'un groupe de collage qui placarde des slogans dans les rues de la capitale. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Lena et Juliette. Et ce n'est pas le début d'un triangle amoureux, mais d'autre chose qui l'amènera à découvrir que celles qui lui plaisent ne sont finalement pas si humaines que ça. Et vu que je suis très naze également, je vais vous lire un autre extrait de ce que j'ai écrit, parce qu'en fait j'écris mieux que je ne parle. Sinon je serais oratrice. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire via ce texte? Donc il est question de valoriser la communication pour ne pas avoir à deviner les ressentis des autres. J'ai voulu mettre en avant un quotidien qui, malgré la naissance de sentiments amoureux, ne sera pas effacé. Et tout quitter pour une personne ne sera pas envisageable dans une réalité où l'entourage prend une réelle place. Il ne sera pas envisagé de mettre de côté sa famille et ses amis, puisqu'il est hors de question de remplacer les préoccupations humaines par la naissance de relations ou par la découverte du monde féerique. Plus difficilement, il sera question de comprendre et de poser des mots sur son identité. Il sera aussi amené des sujets que je voulais rendre moins binaires, comme la sexualité. J'ai d'ailleurs volontairement omis les détails visuels concernant la sexualité. Pour autant, j'ai voulu aborder l'idée d'avoir des rapports occasionnels quand on est asexuel, d'avoir des rapports sans pénétration et de la verbalisation perpétuelle de la notion de consentement. Par ce récit, il ne sera pas non plus mis de côté les symptômes liés aux troubles de la santé mentale et physique. Ils seront présents tout au long du récit comme une réalité accompagnant les personnages et non pas juste comme intérêt passager au sein du récit. Pour affronter des traumatismes, l'idée de reprendre place dans l'espace public, notamment par le militantisme, sera abordée mais confrontée aux politiques du monde des faits et à leur présence dans les vies humaines. Donc voilà, c'est un texte à la fois lourd et léger. J'ai voulu faire plusieurs choses. Déjà au niveau de la santé mentale, je voulais parler de la bipolarité, bref. Et c'est un sujet du coup que je voulais traiter différemment que... Enfin en fait moi quand je lis quelque chose sur la santé mentale, soit c'est un petit passage dans un roman, soit d'un seul coup, vu que l'action elle prend beaucoup de place, hop, on n'en parle plus. Et du coup même si c'est redondant, même si c'est difficile, même si c'est anxiogène, j'ai voulu que ça fasse partie de l'intégralité du récit, parce qu'en réalité quand on a des troubles de la santé mentale, ça disparaît pas du jour au lendemain. Donc là, le perso principal a un traitement, mais ça rend les choses compliquées. On va parler des effets secondaires, par exemple. Et en même temps, on va aussi parler de la difficulté à trouver un psychologue. Donc elle va en rencontrer des psychologues femmes, hommes. Elle va en rencontrer avec des méthodes différentes aussi, parce que j'en avais parlé avec... je vous mets son pseudo ici. Du fait que, en fait, quand on a un psychologue dans un récit, dans de la fiction, il y en a toujours que un avec la même méthode. Et du coup, je voulais parler par exemple de MDR, je voulais parler d'hypnose, je voulais parler de plein de méthodologies différentes. Et du coup, à travers cette recherche de psychologue, ça m'a permis d'aborder plusieurs sujets de la sorte. Donc il va beaucoup être question de choses médicales. Pareil, le fait que sa mère vienne diagnostiquer et que Ellie projette un petit peu le fait que toutes les deux ont quelque chose qui va durer toute leur vie, la bipolarité et la fibromyalgie, mais qu'en fait c'est en réalité deux choses complètement différentes. Par contre, elles vont se retrouver évidemment sur l'errance médicale, sur l'accompagnement des malades, etc.
Donc voilà, il va y avoir ce lien et ce parallèle aussi de fait dans la souffrance, on va dire. Donc forcément, il va y avoir des mentions de cauchemars, de crises d'angoisse, de complications physiques aussi, voilà, de beaucoup de bouffées d'angoisse quand même. Mais aussi, il va y avoir pas mal de douceur dans ce texte. Déjà, avec Dako, ils ont une relation qui est très très belle. Dako va aussi subir quelque chose de très compliqué dans sa vie et violent. Et pour arriver à l'accompagner, parce qu'en fait, Ellie est tellement prise par ses propres émotions complexes qu'elle a du mal à avoir de l'énergie sociale pour aider quelqu'un. Du coup, elle va plutôt agir que parler. Et du coup, ils vont s'inscrire à des cours de danse ensemble. Et je trouvais que c'était la petite note un petit peu de légèreté dans tout ça. Donc voilà, on va les suivre aussi un petit peu à travers ces cours de danse. En parallèle aussi, Ellie donc, est marionnettiste de rue. Donc pareil, on va la suivre un petit peu dans ça. Je trouvais que c'était un métier... En fait, j'ai été chargée de diff pour des collectifs artistiques, dont des marionnettistes. Et c'est un métier et un art qui me parle beaucoup, donc voilà, j'avais envie de le mettre dans un de mes romans. On dirait qu'il y a plein de choses très farfelues, enfin que c'est un brouillard, mais en fait c'est parce que moi je sais pas exprimer les choses, mais dans le récit c'est clair. Voilà, on va aussi avoir ce quotidien, donc beaucoup plus à la fois safe, bienveillant et à la fois violent, qui est donc le collectif de collage. Il va y avoir donc 3 types de rencontres, soit les réunions où ils vont discuter de ce sur quoi ils ont envie de coller. Donc voilà, il va y avoir des questions d'écologie, d'antiracisme, etc. Enfin voilà, moi je rentre pas dans les détails par exemple sur le racisme puisque je ne suis pas concernée, mais ça va forcément être évoqué dans les réunions. Après voilà, je rentre pas en détail, mais disons que par exemple il peut y avoir une phrase sur tiens, on a envie de faire un collage sur les questions d'antiracisme. Voilà, ça va faire partie de ça. Dans ces collectifs, donc voilà, il y a les réunions, il y a les préparations, donc là où les personnes vont peindre les lettres qui seront collées dans la rue plus tard, et là donc on va avoir une atmosphère plus propice à la discussion, notamment sur la question de la transidentité, parce que je ne sais pas si vous n'êtes pas concernés, mais généralement les personnes trans vont être amies avec plusieurs personnes trans parce que c'est plus facile de communiquer avec des personnes qui te comprennent. Et souvent dans les collectifs de non-mixité choisie, forcément ils vont se sentir en sécurité et en premier lieu potentiellement faire des coming out qu'ils n'arrivent pas à faire hors collectif, parler beaucoup plus facilement de ces questions-là, etc. Et du coup, voilà, il va y avoir des discussions sur l'identité qui vont être beaucoup plus légères, entre guillemets, vu que justement ils sont dans un contexte de peinture. Et il va aussi y avoir des scènes d'action, puisque j'arrive jamais à trouver comment en intégrer dans un récit. Et là, justement, les sessions de collage dans la rue donc, sont de nuit, sont cagoulées, sont... Et enfin, voilà, il y a les forces de l'ordre qui ne sont pas contents, évidemment. Donc voilà, il y a toutes ces possibles courses-poursuites qu'on va avoir dans la ville d'Édimbourg qui est sublime et que j'ai essayé donc d'écrire du mieux que je pouvais, vu que mine de rien, j'y vais tous les ans depuis fiouf. Donc voilà, je me suis amusée avec certains quartiers qui ne sont pas juste les quartiers touristiques. Et je vais aussi parler de Lys, qui est le port d'Édimbourg, et je vais aussi parler de Queensferry, qui est une ville au bord de la mer, et, parce que les cours de danse sont à Queensferry, Caen-d'Épie est à Lys. Enfin bref, je fais un petit peu voyager dans la banlieue édimbourgeoise. Et donc voilà, ça c'est un peu le contexte autour de tout ça, et donc Ellie va rencontrer Léna et Juliette, elle va nouer des relations complètement différentes avec l'une comme avec l'autre, sauf que les deux sont des fées, donc ça pose beaucoup de problématiques. Ellie va découvrir cet environnement. Sauf que j'avais pas envie de faire une Twilight, c'est-à-dire que j'avais pas envie que le perso principal, sous couvert de je suis amoureux de machin machin, quitte toute sa vie pour ne vivre qu'à travers le prisme du monde découvert. Là, Ellie va garder toutes ses préoccupations humaines. Elles vont même des fois passer en priorité de ses relations amoureuses, parce que je trouve que c'est quelque chose de plus sain que d'impliquer une relation amoureuse dans sa vie, mais de ne pas en faire une exclusivité sur tout ce qu'on fait dans son quotidien. Donc voilà, et Ellie va rester très ancrée là-dedans. Et au final, ce qui va presque l'empêcher et ce qui va apporter des problématiques à son quotidien humain, on va dire, ça va être ses questionnements sur la santé mentale, les répercussions que ces troubles bipolaires ont sur elle, physiquement comme émotionnellement. Et c'est ça qui va rendre son quotidien beaucoup plus difficile que l'idée d'avoir des copines qui sont fées. Et aussi, voilà, je voulais pas faire de triangle amoureux parce que c'est vu, revu, qu'il y en a qui le font beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et parce que je sais pas jouer dans le je choisis une personne plutôt que l'autre et garder un espèce de suspense jusqu'à ce qu'à la fin du roman il y ait juste un bisou qui vient valider ce choix. Là j'avais vraiment envie de parler de polyamour, je ne sais pas, mais en fait je voulais parler des relations, pas de comment on se met en relation. Et du coup justement la nuance entre le triangle amoureux et le polyamour c'est que ça se termine pas par un bisou, c'est énormément de discussions pour maintenir plusieurs relations en même temps. Et donc là justement ça va être beaucoup de communication que je trouvais importante
d'évoquer. Ce couple sera pas forcément parfait à chaque fois, parce que ce sont des humains avec des émotions, mais du coup forcément il va être questionné les petites jalousies qu'il peut y avoir quand même dans le polyamour, les difficultés à avoir les trois mêmes personnes dans la même pièce, par exemple, comment gérer ces informations-là, comment parler de l'autre, imaginons elle est en date avec Lena et en fait elle pense à un truc qui est arrivé avec Juliette, comment intégrer ça dans la conversation. Et personne ne trompe personne, hein. Tout le monde est ok, enfin les trois sont ok avec ce qui se passe, mais ça veut pas dire que c'est facile pour autant, et voilà, j'avais envie de parler de ça. Pour les trucs un peu plus légers, il va y avoir des moments assez doux qui sont pleins d'amitié, parce que c'est un type de relation qui me parle énormément. Il va y avoir des moments de festival d'art, il va y avoir des moments au musée, il va y avoir des moments au bal. J'avais envie d'intégrer un bal là-dedans, donc voilà, il y a un bal avec les fées, je trouve ça assez chouette, parce que ça me permet aussi de développer beaucoup l'univers des fées, parce qu'au final, c'est pas un roman fantasy en fait. Le monde des fées est là, existe, notamment parce que la famille de Lena est très politisée, donc il va y avoir des petites problématiques avec tout ça. Mais ce n'est pas la réalité d'Ellie, c'est-à-dire que c'est là, ça existe, mais on n'entre pas en profondeur dedans. Et du coup, le bal permettait d'ouvrir et de rendre réel un petit peu plus ce monde, pour elle comme pour les lectrices. Donc voilà, je trouvais ça assez chouette comme environnement. Et je vous ai pas dit un des persos préf. Dako a une chienne qui s'appelle Cheesy. Et alors, pour la petite information, donc j'ai habité à Kirkliston. Je suis une grosse fan de fromage. Voilà, posez pas des questions. Et quand tu vas sur la page de Kirkliston sur Wikipédia, ils te disent que leur surnom c'est Cheese Town. Genre, c'était un peu improbable, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'adore les chiens, voilà, comment je vais l'appeler? Bah, en fait, voilà, je fais un petit peu un lien à tout ça, émotionnellement. Bref, rien n'est laissé au hasard. Et donc voilà, ça va être un roman qui, par certains passages, peut être très sombre, mais que j'ai voulu beaucoup moins sombre que mes deux premiers romans, qui sont vraiment des drames psychologiques, de littérature générale, contemporaine, etc. Donc voilà, très, très, oh mon Dieu, on veut mourir. Là, c'est complètement différent, ça reprend des fois des codes presque young adulte, et en même temps avec des thématiques qui sont poussées plus que dans les bouquins young adulte, je trouve. Beaucoup de scènes ne sont pas visuelles, notamment les scènes de sexe qui sont pareilles. Voilà, qui sont passionnelles et platoniques à la fois. Enfin, et en même temps, on valorise aussi ce que les gens appellent des préliminaires, comme des rapports sexuels à part entière. Donc voilà, j'ai voulu parler de tout ça. Et Ellie est asexuelle, donc voilà, pareil, comment elle fait ses coming out, comment elle en discute avec ses partenaires, comment ça peut prendre des formes différentes en fonction du partenaire qu'elle a. Enfin voilà. Ellie d'ailleurs se questionne beaucoup sur son identité de genre, j'entends, et va en parler, va se sentir assez à l'aise pour en parler dans le collectif de collage, mais pas en dehors. Donc voilà, il va y avoir aussi cette question de comment utiliser ses pronoms, comment... Même elle sait pas trop encore où elle en est, et à la fin d'ailleurs, il n'y a pas forcément de « Ah tiens, je suis comme si ». C'est pas le propos, mais ça accompagne également sa vie, donc c'est assez intéressant, je trouve. Et pour beaucoup de choses, en fait, c'est inspiré surtout de choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à mon entourage, pas proche, parce que j'ai pas envie de raconter la vie de mes potes, mais de cercles très éloignés. Ça m'intéressait d'en parler parce que pour moi, c'est réel, tellement réel, et quand j'en parle à certaines personnes, je vois bien que ça fait pas du tout partie de leur réalité. Et du coup, moi, j'avais envie d'en faire un roman où ça parle de choses que je connais, que je vis, et que des personnes que je connais vivent aussi, sous ces formes-là en tout cas. Mais parce que voilà, j'ai pas la science infuse une seconde. D'ailleurs, j'ai envoyé aux maisons d'édition donc le manuscrit, un dossier avec un moodboard, des cartes, machin, enfin bref. Mais dans le manuscrit, donc déjà j'ai mis mes trigger warnings, bien évidemment, mais j'ai aussi surligné quelques passages, pas beaucoup, sur, je sais plus, je crois que ça fait presque 200 pages mon Word. Bref, j'ai dû surligner une quinzaine de petits paragraphes, voilà. C'est pas énorme, mais ce sont les paragraphes sur lesquels je trouve que mes formulations sont bonnes à mon sens, mais qu'il faut pour moi des regards extérieurs, sauf que je n'ai pas les moyens de payer une lecture sensible, voire plusieurs, parce que pour les différents sujets, il en faudrait plusieurs. Je n'ai pas les sous, donc j'espère que la maison d'édition qui voudra peut-être un jour de mon texte sera ok avec vérifier ses... Enfin de toute façon, voilà. Pour moi, c'est important de ne pas publier un texte avec des conneries dedans, et ces passages-là, si la maison d'édition ne veut pas les vérifier, je les supprimerai tout simplement. Ce qui m'embêterait énormément, parce que je pense qu'ils apportent au récit, et je voudrais les faire relire par une ou deux ou trois personnes concernées qui pourraient me donner un avis extérieur, car quand bien même les lectures, les connaissances autour de moi, les machins, les trucs, je peux dire de la merde en fait. Comme beaucoup de personnes qui écrivent d'ailleurs. Donc voilà, j'ai présenté ces passages-là.
par exemple, j'ai beaucoup gravité dans un environnement où il y avait des personnes malentendantes ou sourdes, mais par le prisme de... Enfin, moi j'ai pris des cours de LSF en fait, de langue des signes française. Et donc voilà, j'ai gravité avec un entourage du coup qui communiquait par la langue des signes, mais dans un contexte d'apprentissage et donc professionnel. Donc c'est pas forcément des réalités à appliquer au quotidien. Je pense avoir assez discuté avec des personnes pour pouvoir transposer leur vécu, leur questionnement dans ce texte. Mais pareil, j'ai absolument pas la science infuse, tu vois. Enfin, j'ai essayé de transposer au plus la réalité qu'on m'avait confiée, mais pareil, je ne suis pas concernée déjà. Pour ce qui est de la santé mentale, la majeure partie des choses dans ce texte, pour le coup, je sais qu'ils appartiennent à une réalité, mais pour autant, ça peut être... Enfin, tu vois, tu peux être, je sais pas, moi, trans et avoir de la transphobie intériorisée parce qu'on t'a éduqué dans un monde où la transphobie est hyper normalisée. Bref. Donc là, c'est pas parce que c'est une réalité que je connais que j'ai mis en mots que ça ne reproduit pas des schémas oppressifs ou que je dis pas de la merde sur une phrase parce que c'est pas parce que je connais quelque chose que je le reverbalise bien. Et puis surtout, un cas n'est pas une généralité, donc ça ne parle pas à toutes les personnes concernées. Mais disons que voilà, par exemple, j'ai essayé de montrer plusieurs formes de crise d'angoisse, par exemple, des choses comme ça, pour rendre ça plus concret et plus réel pour le plus grand nombre. Mais pour autant, peut-être que j'ai fait des maladresses et pour toutes ces questions-là, j'aimerais bien des regards extérieurs. Pareil pour la fibro. Ma mère, ma sœur sont diagnostiquées, donc déjà j'ai 2 regards différents. Ce n'est pas forcément une généralité non plus, mais j'ai du matériel sous la main, disons. Voilà. Pour ce qui est du post-trauma, c'est pareil. Bon là, mes études de psycho jouent un petit peu, mais pareil. La théorie, la pratique, 2 choses différentes. Les psychologues, on sait très bien qu'il y a plein de choses qu'ils ne prennent pas en compte dans la réalité des gens, donc voilà, pas regard absolu non plus. J'ai vécu beaucoup de choses, dans mon entourage aussi. Pour autant, voilà, il y a certains passages que je trouve ont besoin d'être lus. Et après, bon, la globalité a besoin d'être lue. Mais certains passages en particulier, je pense, ont besoin d'une attention particulière. Pour moi, le manuscrit est fini. Hein. J'ai envoyé quelque chose de fini aux maisons d'édition. C'est juste que moi, ces passages-là, j'estime que j'ai besoin, plus que pour le reste, d'un regard extérieur. Aussi, bien évidemment, j'ai fait relire ce manuscrit. Les retours que j'ai, c'est que la fin est très cool. Il y a aussi un contentement sur le fait que lire une romance qui n'est pas chaotique fait du bien. Même s'il y a des conflits du quotidien, bien évidemment, mais que la majorité des relations dans ce bouquin, que ce soit amical, professionnel et tout, soit le plus bienveillante possible, apparemment fait du bien. Genre, il n'y a pas de méchant dans ce texte, tu vois, je voulais pas de méchant. Parce que il y a déjà assez de noirceur dans le monde et dans ce qu'on a dans la tête qu'il n'y avait pas besoin de méchants. Je sais pas, la vie, elle est suffisamment méchante. Oh là là. Donc voilà, j'ai aucune idée de si ça vous parle parce que j'explique très très mal les choses, mais dans l'idée, voilà, c'est un texte pour lequel je me sens pas de faire de l'auto-édition. J'en ai beaucoup fait. J'ai vraiment fait, je sais pas, une 50aine de salons du livre, je vais pas vous mentir. C'est très compliqué de faire des salons du livre tous les week-ends. À un moment donné, je le faisais. Émotionnellement, pour moi, c'est très dur parce que j'ai de la phobie sociale, je suis très introvertie. Il y a énormément de salons du livre où physiquement, en tout cas, je tire la gueule alors que je suis pas du tout comme ça. Mais du coup, je suis pas avenante. Et les gens ont du mal à venir vers moi, ce qui est totalement entendable. Et du coup, j'ai du mal à faire des ventes. Et puis j'ai du mal à me retrouver aussi dans cette position de commercial. Je n'ai pas de formation pour ça et je suis pas bonne à ça. Donc généralement, les gens vendent beaucoup mieux que moi parce que je sais pas faire. Et déjà, voilà, il y a un blocage là-dessus. Ensuite, pour ceux qui le savent pas, je n'arrive pas à trouver d'emploi. Malgré mes 4 diplômes, je n'arrive pas à trouver d'emploi. Mes droits au chômage se sont arrêtés et la CAF a perdu mon dossier pour le RSA. Un plaisir. Voilà, je ne sais toujours pas comment payer mon prochain loyer. Donc vous vous doutez bien que payer l'essence, payer des frais d'inscription pour des salons du livre, à l'heure actuelle, c'est hors budget. En plus, éthiquement parlant, pour tout ce qui est auto-édition, je sais que pour les maisons d'édition, c'est pas possible, mais en tout cas pour moi, en tant qu'auto-édition, j'ai valorisé des circuits courts, donc j'ai mon imprimeur qui est juste à côté. J'ai pas été mise sur Amazon. Donc au niveau des ventes, j'en ai fait très peu, même si je suis au 2e tirage, enfin que je vais faire mon 3e tirage de mon premier roman. Mais du coup, même avec une cagnotte, ça rend les choses très difficiles parce que ça veut dire que pour moi, il faut acheter un stock. C'est pas comme sur Amazon, impression à la demande et tout. Je dois acheter un stock. Et pour que ce soit pas si cher, il faut que j'achète genre 100 bouquins, quoi. Et ça me coûte des sommes et des sommes. Après, il faut le stocker, après, il faut les... Enfin, pareil, je l'ai mis sur Etsy, je l'ai mis sur... Voilà, et du coup, c'est des frais du site, c'est des frais d'envoi, parce que pareil, qui va acheter un bouquin si t'as 7,50€ de frais d'envoi? Donc, je perds de l'argent là-dessus aussi. Donc, l'auto-édition, pour moi, le premier frein, en fait, c'est financier, déjà, et émotionnel. C'est très dur d'essayer de faire sa communication. En fait, c'est très énergivore. Il faut que tu gères des stocks, que tu gères
ta maquette, payer un correcteur, payer un lecteur sensible, payer un illustrateur. Ensuite, une fois que tout ça est fait, il faut que tu négocies avec un imprimeur, que tu gères un stock chez toi, que tu gères des envois. Et en parallèle de ça, il faut que tu démarches des salons du livre, des bibliothèques, potentiellement des maisons d'édition en parallèle si tu veux tenter des trucs, que tu participes à des concours, donc pareil, il faut faire du recensement en permanence. Moi, je m'intéresse également aux résidences d'artistes, j'en ai fait une, mais pareil, c'est des dossiers faramineux pour espérer prétendre à une résidence. Et en parallèle de ça, c'est très difficile, là pour le coup, de vendre en auto-édition sans les réseaux sociaux. Donc moi, je suis à l'aise avec l'outil des réseaux sociaux, mais depuis 1 an et demi, Insta, Shadowban, tous mes Reels, TikTok, ça buzz comme ça buzz pas parce que l'algorithme est hyper aléatoire. YouTube, on est 1000 depuis pas longtemps d'ailleurs, merci beaucoup, mais pendant très longtemps, j'ai fait des vidéos avec 27 vues, donc pareil, tu passes 4 heures à tourner, 2 heures à monter et au final t'as 27 vues. Est-ce que j'ai eu une vente juste après ma vidéo? Non, évidemment que non. Mais je parle de ça pour vous en parler, mais toutes les personnes en auto-édition, c'est le même problème. Hein. J'ai l'impression que c'est un chouille plus facile si t'es sur Amazon, émotionnellement on va dire, mais hormis ça, ça reste une tannée quoi. À part si t'es une pop star, mais moi j'en suis pas une parce que je suis pas... J'ai pas l'air sympa quoi. Pourtant je le suis, je vous jure, mais je dégage pas une image de gens sympas. Regardez déjà, ma tête neutre. Mon visage, il est à l'envers. Ma bouche, regardez. Ma bouche a fait ce que mon sourire devrait faire, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est terrifiant. Donc voilà, les réseaux sociaux, je parle avec beaucoup de gens. Tout le monde est très intéressé par mon contenu. Les stories, j'ai beaucoup de DM après et tout. Mais pas pour mes bouquins, pour qui je suis. Les gens m'aiment bien, mais mes bouquins, enfin si, des gens vont en acheter, mais ça paye pas mes factures. Et du coup, ça me paye pas la prochaine édition, ça me paye pas les salons du livre. Et sans essayer de générer un revenu, juste, c'est beaucoup de travail pour que personne ne lise mes textes en fait. Et donc depuis peu, pour l'instant, je me concentre sur l'édition traditionnelle. Peut-être que je reviendrai à l'auto-édition pour d'autres projets. Par exemple, mon témoignage sur le V il y a pas longtemps, il était très bien en auto-édition. Il était très très bien. J'ai aimé l'éditer de cette manière. Par contre, les 2 derniers ouvrages que j'ai édités, même si c'est dans des maisons d'édition qui sont de taille moyenne et qui auraient sans doute très peu de visibilité, j'ai aimé travailler avec les éditeuristes, j'ai aimé réfléchir aux maquettes, aux couvertures, enfin, j'ai aimé le travail éditorial, c'est quelque chose qui me plaît en fait. J'ai été assistante d'édition également, je sais plus si je vous l'avais dit, mais du coup c'est quelque chose qui me plaît d'être en rapport avec quelqu'un et de travailler en équipe et pas juste travailler seul, parce que c'est ça aussi l'auto-édition, c'est quelque chose de très solitaire. Et moi j'ai besoin de regard extérieur sur mon livre, j'ai besoin, pas qu'on modifie tout ce que j'ai écrit, mais qu'on me dise, hé, hey, là les 3 chapitres on se fait chier, ou hey, t'as pas envie de mettre ça 2 chapitres plus haut, on comprendrait mieux. J'ai besoin de tous ces gens en fait. Et du coup voilà, à l'heure actuelle je cherche une maison d'édition, qui sera capable de faire ce que je ne sais pas faire et qui en aura envie, surtout qui sera intéressée par mon texte, qui sera intéressée par les valeurs que j'ai envie de transmettre, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste une romance. Et en même temps, je révolutionne rien du tout, hein, au secours. Mais j'ai envie de parler de choses que j'estime importantes, que je vois assez peu, en tout cas dans mes lectures personnelles. Et que voilà, et j'ai envie de partager ce genre de choses à des gens qui peuvent être intéressés par ça. Parce que je me dis que si moi j'en manque, ça veut dire que d'autres gens en manquent. Donc c'est QFD, mon texte peut intéresser des gens. Et je pense qu'il est pas mal. Je pense même qu'il est bien. C'est dur à dire, mais je pense qu'il est bien. Il y a plein de projets sur lesquels je suis pas hyper convaincue, ou je sais pas ce que... Celui-là, je l'aime bien en fait. Je l'aime bien. Je suis sûre qu'il est perfectible, je suis sûre que plein de choses, mais il est bien. Et à partir de là, je me sens plus en confiance que pour tous mes autres projets de le proposer à une maison d'édition. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste de maisons d'édition dont la ligne édito me parle, dont la manière de travailler me parle, mais en contrepartie, il faut qu'ils aient envie de travailler avec moi et qu'ils aiment ce texte. Donc voilà, je jette un peu ma bouteille à la mer. Je sais pas si des gens seront intéressés par ce texte. Moi, j'ai envie de le faire vivre. Les gens qui l'ont lu ont envie de le voir vivre. Et surtout, j'ai envie de le faire vivre en dehors de dans ce milieu de mes abonnés me connaissent déjà, en fait. Ils connaissent mes textes, ou du moins ce que j'ai envie d'aborder. Donc du coup, j'aimerais... Oh là là, j'ai pas fait gaffe, mais mes cheveux sont tout plats. Et du coup, voilà, j'ai envie de trouver une maison d'édition qui me fera confiance, qui a envie de propager tout ça dans leur sphère à eux, et possiblement aussi m'aider sur la question événementielle, au niveau des salons du livre, au niveau des dédicaces. J'ai envie de rencontrer une équipe avec qui j'ai envie d'aller déjeuner sur Paris, tu vois, ou ailleurs, peu importe, mais avec qui j'ai envie de parler de mes projets et des leurs en fait. J'ai envie de parler de leur ligne édito, j'ai envie de parler de tout ça. Et en fait, c'est quelque chose que malheureusement, pour ma part, je retrouve pas sur Bookstagram, sur BookTok, sur Booktube. Je trouve pas ces gens, enfin j'exagère, mais je trouve très peu de gens avec qui
réellement échanger du milieu de l'édition, du milieu du livre et à quel point il me passionne et à quel point ces nuances sont intéressantes. Et j'aimerais en fait trouver une équipe avec qui parler de ça déjà. Et aussi, juste à titre personnel, être un peu valorisée dans mon métier d'autrice que moi, je peine à reconnaître déjà moi-même. Là, j'essaie de faire une vidéo un peu tac-tac, mais en réalité, les 3/4 du temps, je suis en train de bader parce que personne veut lire mes textes, en fait, et que ça n'intéresse personne. Et la réalité, c'est surtout que le marché est très grand, très vaste, et que personne sait qui je suis, et évidemment que du coup, les gens tombent pas sur moi. Mais au niveau du temps imparti de travail et de l'ego, c'est très dur à entendre aussi. Et du coup, j'espère, pour une fois, avoir une maison d'édition qui est intéressée par mes textes, qui y voit un intérêt, pas juste financier, mais un intérêt même humain, j'ai envie de dire. C'est hyper prétentieux de ma part, mais j'ai envie de faire des choses politisées. Alors celui-ci, c'est pas le texte le plus politisé du monde, mais j'ai envie, à travers une romance, qu'il y ait des choses qui soient véhiculées. Et j'espère qu'une maison d'édition aura envie de ça avec moi, en fait. Et c'est peut-être un rêve complètement illusoire, illusoire, tu vois. Mais j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de croire qu'une personne dans ce monde peut être intéressée par mon univers, et qu'ensemble, on peut créer quelque chose. Quand j'étais justement chargée de diff auprès de collectifs artistiques, je travaillais avec 2 artistes dont la façon de travailler et la façon de produire et ce qu'elles dégageaient, même l'esthétique et tout, étaient complètement opposées. Et en fait, elles ont eu ce coup de cœur artistique et ensemble, elles créaient ni l'univers de l'autre, oh, et ensemble, elles créaient ni son univers à elle, ni son univers à elle, mais un nouvel univers. Et ce truc, il était mais incroyable en fait. Parce que autant j'aime travailler seule, autant je sais que travailler en groupe, ça a un intérêt. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à me le rentrer dans le crâne. Mais voilà, j'ai envie de trouver des gens qui sont passionnés de ce qu'on peut dégager par l'écriture et par la lecture. Cette vidéo a beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de prétention. C'est terrible. Oh, j'en suis navrée. Si une maison d'édition passe par là, mais jamais vous voudrez travailler avec moi. Mon Dieu. Mais bon, mon texte est sur le marché. Moi, je dis ça, je dis rien. Et ma boîte mail est ouverte. Je pense que comme beaucoup, j'ai des choses à partager. Comme beaucoup, j'ai la prétention de croire que c'est différent. Et comme beaucoup, en fait, j'aimerais juste trouver en librairie ce que moi j'aurais aimé trouver à un moment donné et que pour l'instant je trouve pas. Mais comme tous les autoristes, vous me direz. Mais voilà, j'espère qu'il va se passer un truc parce que cette romance, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Fin de ma propre éloge et de mon propre projet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et j'espère que ce projet va intéresser des professionnels du monde du livre et maintenant il va aller vivre sa vie déjà dans des boîtes mail. Voilà. À défaut, des comités de lecture l'auront peut-être lu. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ayem, enchantée. Quel accueil vous me faites? Ayem, enchantée. Ayem. A-Y-E-M. Ayem, enchantée.